Elle se tenait seule parmi une formation d'élite des opérateurs SEAL, la seule femme dans cet océan de guerriers endurcis. L'amiral s'avança, un sourire en coin, prêt à humilier. « Donnez-nous votre indicatif d'appel », commanda-t-il d'une voix forte, sachant parfaitement qu'aucun ne lui avait été attribué. C'était sa dernière carte, un moyen public de prouver qu'elle n'avait pas sa place parmi eux. Un murmure de rire parcourut les rangs, toutes les têtes se tournant vers elle, prêtes à savourer sa gêne. Mais lorsqu'elle répondit simplement, d'une voix calme, « The Phantom Widow », le visage de l'amiral Mason Kinkaid se vida de toute couleur. Son verre de cérémonie éclata contre le sol, tandis qu'il reculait, frappé de stupeur. En un instant, la salle passa du sarcasme à un silence absolu. La femme qu'il méprisait depuis des mois n'était autre que l'opératrice fantôme, celle dont le nom ne se murmurait qu'à voix basse. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur le terrain impeccable du Atlantic Special Warfare Facility, à Norfolk. 20 opérateurs se tenaient parfaitement alignés, leurs postures identiques à s'y méprendre, à peine différenciées par des nuances qu'un œil non averti n'aurait jamais remarquées. À l'extrémité du rang, la lieutenant-commandante Arwyn Blackwood se tenait droite, un rien plus précise que les autres. L'amiral Mason Kinkaid avançait lentement le long de la ligne, son visage buriné impassible, inspectant chaque opérateur avec la rigueur qui avait fait de lui une légende des forces spéciales navales. À 62 ans, il conservait la même allure compacte et efficace qui avait défini ses 30 années de carrière. 3 rangées de décorations couvraient sa poitrine, témoins d'opérations secrètes menées sur 4 continents. Arrivé devant Arwyn, il marqua une pause, un silence volontaire. Ses yeux d'acier la scrutèrent, cherchant le moindre défaut qui justifierait la remarque qu'il brûlait de faire. « Lieutenant-commandante Blackwood », lança-t-il, d'une voix claire, « votre couvre-chef est décalé d'1 centimètre par rapport au règlement. » Bien qu'il fût parfaitement aligné, Arwyn ne broncha pas. « Oui, monsieur, je vais corriger cela immédiatement, monsieur. » Un sourire fugace passa sur le visage du lieutenant Jace Rourke, le chef d'équipe à la mâchoire carrée, placé 3 positions plus loin. Ce micro-signe disait tout. Chacun savait que l'amiral Kinkaid s'était donné pour mission d'échouer le programme pilote du Defense Complex, celui qui visait à intégrer des femmes dans les unités SEAL. Et Arwyn en était la cible principale. Le commandant Dylan Mercer, responsable de cette formation avancée en commandement de combat, conserva son calme habituel malgré la tension palpable. À 42 ans, avec 17 années dans les opérations spéciales, il avait vu la culture militaire évoluer et savait s'adapter. Il gardait encore ses réserves quant à la présence de femmes dans certaines missions, mais son devoir exigeait qu'il offre à tous le même niveau d'exigence. L'exercice du jour portera sur une extraction maritime prolongée sous observation ennemie, annonça-t-il une fois l'inspection terminée. Charge complète, approche de 24 km au large, infiltration et récupération de l'objectif. Un silence discipliné suivit, brisé seulement par les infimes déplacements des soldats. L'annonce était lourde de sens. Cet exercice n'était normalement prévu que pour la dernière semaine de formation, pas le 15e jour. Le commandement a décidé d'accélérer le calendrier, ajouta Kinkaid, son regard glissant brièvement vers Arwyn. Certains trouveront peut-être l'ajustement exigeant. Le message était clair pour tous. Le test visait Arwyn. Lorsque la formation fut dissoute, le lieutenant Rourke passa près d'elle, l'épaule volontairement trop lourde. « J'espère que tu n'as pas peur de l'eau, Blackwood. Les poids d'extraction ont mystérieusement pris du volume cette nuit. » Arwyn resta de marbre, ses yeux seuls se durcirent à peine. Dans la salle d'équipement, elle vérifia méthodiquement chaque pièce de son matériel. Ses gestes étaient précis, mécaniques. En soulevant son gilet tactique, elle remarqua une différence subtile, environ 1 kilo de plus sur le côté gauche, juste assez pour déséquilibrer la nage sans que cela se voie. Elle ne dit rien. Pas de plainte, pas de rapport, simplement un réajustement silencieux des charges, un contrepoids calculé. C'est alors que la capitaine Julia Mérin entra, son insigne du renseignement naval brillant sur son uniforme sobre. « Lieutenant-commandante » salua-t-elle avec un léger signe de tête, un geste qui portait plus de sens qu'il n'y paraissait. « Capitaine » répondit Arwyn d'un ton neutre, même si son regard, lui, disait bien davantage.
Leur bref échange attira l'attention des autres opérateurs. La présence de la capitaine Julia Mérin au centre d'entraînement n'avait rien d'anodin. Le renseignement naval gardait habituellement ses distances avec les programmes des forces spéciales, sauf lorsque quelque chose d'inhabituel se préparait. Alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer dans les hélicoptères de transport, un officier de communication s'approcha d'Arwin, une tablette sécurisée à la main. « Message prioritaire, lieutenant-commandante. Pour vos yeux seulement. » Elle prit l'appareil, entra une longue séquence d'authentification, lut le contenu en silence, puis le rendit sans un mot. Rien, dans son expression, ne trahit la nature du message, si ce n'est un infime redressement des épaules, imperceptible pour quiconque n'aurait pas appris à observer les détails. Le souffle des rotors souleva des tourbillons de poussière tandis que les opérateurs embarquaient un à un. Lorsque l'appareil prit son envol, le regard d'Arwin suivit instinctivement la trajectoire d'ascension, évaluant vitesse du vent et direction avec une précision qui trahissait une expérience bien plus vaste que celle d'une simple aviatrice navale. En face d'elle, le commandant Dylan Mercer remarqua ce petit indice. Ses yeux se plissèrent légèrement, un réflexe de professionnel qui venait de repérer une anomalie dans un dossier qu'il jugeait déjà trop caviardé. Trop de lignes noires, trop de zones d'ombre, à une quinzaine de milles nautiques des côtes, l'océan Atlantique roulait sous un ciel bas, ses vagues de plus d'1,20 m rendant les conditions exigeantes, mais supportables, pour des opérateurs aguerris. Au moment où les équipes se préparaient à plonger, la voix de l'amiral Mason Kincaid grésilla dans leur casque. Paquet d'extraction positionné au nord-ouest de la structure cible. Les équipes sont en compétition pour la récupération. La première à sécuriser et ramener le colis aura la priorité pour la mission classifiée du mois prochain. L'atmosphère changea instantanément. L'exercice censé tester la coopération devenait soudain un affrontement. Une occasion en or pour ceux qui souhaitaient voir l'équipe de Blackwood échouer. L'équipe du lieutenant Rourke entra dans l'eau la première, disparaissant dans les vagues avec une discipline parfaite. 30 secondes plus tard, celle d'Arwin plongea à son tour. Bien qu'elle ne fût pas la chef désignée, elle prit la tête sans discussion. Sous la surface, les plongeurs glissèrent dans un balai silencieux, parfaitement coordonné. À travers la teinte verte de l'eau, Arwin communiquait par signes, des gestes plus concis, plus précis que les codes SIL habituels. Une langue parallèle, héritée d'expériences que peu ici auraient pu imaginer. Le lieutenant Noah Strickland, le plus jeune de l'équipe, s'en rendit compte aussitôt. À peine 8 mois plus tôt, il sortait de sa formation BUDA-S, mais il savait déjà que ses gestes appartenaient à un répertoire différent. Des techniques dont il n'avait entendu parler qu'à travers des rumeurs, réservées à des unités fantômes opérant dans des territoires maritimes interdits. Ils atteignirent enfin la structure cible, une ancienne plateforme pétrolière désaffectée, reconvertie en zone d'entraînement. À l'entrée submergée, Arwin s'arrêta. L'équipe s'attendait à la procédure standard. Reconnaissance de surface, positionnement, entrée synchronisée. Mais elle fit un seul signe, bref, inconnu de tous. Puis elle disparut dans les profondeurs de la structure sans attendre. Les 3 autres restèrent un instant figés, hésitant entre la suivre ou respecter le manuel. Ils finirent projenis par la suivre. À l'intérieur du niveau inondé, l'exercice prit des allures d'opération réelle. La visibilité chutait à moins de 2 mètres, les parois d'acier gémissaient sous la pression montante. Les capteurs d'entraînement, programmés pour simuler un réseau de détection ennemi, s'activaient au moindre passage standard. Arwin, pourtant, avançait comme une ombre. Son itinéraire semblait aléatoire, mais chaque mouvement contournait précisément les zones sensibles. Ce n'était pas de la chance, c'était la maîtrise d'un système qu'elle connaissait intimement. Un système que les autres n'avaient jamais étudié. Lorsqu'ils atteignirent enfin le colis, une mallette lestée contenant du matériel classifié, l'équipe du lieutenant Jace Rourke était déjà là, arrivée par un autre accès. Rourke lui-même tenait le paquet, un sourire de victoire visible même derrière son masque respiratoire. La suite se produisit trop vite pour être racontée de manière cohérente. Selon certains, un tourbillon soudain troubla la visibilité. Selon d'autres, Arwin avait manipulé les courants à son avantage. Ce qui est certain, c'est qu'en quelques secondes, son équipe ressortit avec le colis, tandis que celle de Rourke, désorientée, réagissait à une menace imaginaire. Alors qu'ils quittèrent la structure,
Le colis solidement attaché, le lieutenant Noah Strickland ne parvenait pas à se défaire de l'impression d'avoir assisté à quelque chose d'inédit. Une manœuvre dépassant largement tout ce que le programme des SEAL lui avait jamais enseigné. La femme qui les guidait à travers les eaux sombres avançait avec la certitude tranquille de quelqu'un qui avait déjà affronté ce genre de mission en conditions réelles, pas dans un simple exercice. De retour à bord du navire de commandement, l'amiral Mason Kincaid reçut les résultats de l'opération avec une mauvaise humeur à peine dissimulée. « L'écart de temps est négligeable », constata-t-il sèchement, écartant la victoire évidente de l'équipe Darwin. « Et vos méthodes, disons, peu conventionnelles, témoignent d'un manque de respect des protocoles établis. Les paramètres de mission privilégient l'extraction réussie, pas la méthode, » répondit Harwin avec un calme respectueux mais inébranlable. Les yeux de Kincaid se plissèrent. « Les protocoles existent pour une raison, lieutenant-commandante. L'improvisation peut séduire à l'entraînement, mais en opération réelle, seule la discipline sauve des vies. » Un éclair, d'ironie ou de défi, nul ne le sut, traversa fugacement le visage d'Harwin avant qu'il ne redevienne impassible. « Oui, monsieur. »« Compris, monsieur. » De l'autre côté du pont, la capitaine Julia Mérin observait la scène avec une attention soutenue. Quand son regard croisa celui d'Harwin, un échange muet eut lieu. Le genre de communication qui ne demande ni mots ni explications, forgé par des années de confiance partagée. Ce soir-là, dans la salle de briefing du centre d'entraînement avancé, le commandant Deland Mercer annonça la cérémonie de clôture de la semaine. Comme le veut la tradition, chaque opérateur qui termine le programme de commandement de combat avancé recevra son indicatif officiel. Ces noms de code incarnent les qualités et les réussites qui définissent un opérateur des forces spéciales. Le lieutenant Jace Rourke lança un regard appuyé vers Harwin, un sourire en coin. « Certaines traditions se méritent, pas vrai ?» dit-il assez fort pour que les autres entendent. « L'amiral Kincaid remettra personnellement chaque indicatif, » poursuivit Mercer. « La cérémonie se déroulera en présence de représentants du SOCOM, du Naval Special Warfare Command et de plusieurs forces alliées. C'est une étape majeure dans vos carrières. » Après la réunion, alors que les opérateurs regagnaient leur quartier, la capitaine Mérin intercepta Harwin dans un couloir isolé. « L'amiral a montré clairement sa position, » dit-elle à voix basse. « A-t-il compromis l'opération » demanda Harwin tout aussi discrètement. « Non, il agit exactement comme prévu, » répondit Mérin. « L'évaluation finale se fera pendant la cérémonie. Tous les paramètres demeurent inchangés. » Harwin hocha la tête. « Et le colis prévu demain. 7 ans, jour pour jour. » Une ombre passa sur son visage, non pas la peur, mais une profondeur mêlant souvenir et détermination. « Vous maintenez votre position » demanda Mérin, scrutant chaque nuance de son expression. « Jusqu'à l'achèvement de la mission » confirma Harwin sans hésiter. Aucune des deux ne remarqua la silhouette du lieutenant Noah Strickland, resté dans l'ombre du couloir adjacent. Son regard trahissait la confusion d'un homme qui venait d'entendre bien plus qu'il ne comprenait. Les jours suivants, les exercices devinrent de plus en plus éprouvants, comme s'ils avaient été conçus pour isoler Harwin, voire la pousser à la faute. Pourtant, à chaque épreuve, elle maintenait un niveau de performance mesuré, parfaitement calibré. Jamais un échec, jamais non plus un éclat suspect. Lors d'un exercice de planification tactique, le lieutenant Jace Rourke l'exclut délibérément des discussions clés avant de dénoncer publiquement son manque de contribution pendant le débriefing officiel. L'amiral Kincaid, observant la scène, hocha la tête avec satisfaction. « La planification opérationnelle exige une vision d'ensemble, » déclara-t-il, une qualité visiblement absente chez certains candidats. Le commandant Deland Mercer fronça légèrement les sourcils, mais resta professionnel. « Toutes les équipes ont atteint les objectifs fixés, » répondit-il calmement. L'équipe de la lieutenant-commandante Blackwood a même enregistré le taux de perte le plus faible. Les projections théoriques ne remplacent pas l'expérience du terrain, coupa Kincaid. Certaines choses ne s'apprennent pas, elles se vivent. Ces mots tombèrent comme un défi. Le message était limpide. Malgré ses résultats irréprochables, Harwin n'aurait jamais, selon lui, l'étoffe d'une véritable combattante. Plus tard dans l'après-midi, alors que les équipes se préparaient pour un entraînement d'infiltration nocturne,
Noah Strickland s'approcha d'Arwin avec prudence. Depuis l'exercice sous-marin, ce qu'il avait vu d'elle ne cessait de le hanter et d'ébranler toutes ses certitudes sur cet officier silencieuse. « Commandante » commença-t-il d'une voix hésitante. « Cette manœuvre que vous avez utilisée sur la plateforme pétrolière, dit le lieutenant Noah Strickland, je ne l'ai jamais vue auparavant. » Arwin vérifiait encore son équipement, ses gestes précis, calculés, presque mécaniques. « L'improvisation est parfois nécessaire, lieutenant, quand la situation devient mouvante, » répondit-elle simplement. « Avec tout le respect que je vous dois, ce n'était pas de l'improvisation, » insista Strickland. « C'était une technique travaillée. J'ai fouillé les manuels de tactique avancés. Rien ne s'en approche. » Elle marqua une brève pause, l'observant avec ce regard impassible qui ne révélait rien de ses pensées. « Tout ce qu'il vaut la peine de savoir n'est pas toujours consigné dans les manuels, lieutenant. »« Où avez-vous servi avant cette affectation ?» demanda-t-il alors, posant la question qui trottait dans toutes les têtes depuis l'opération sous-marine. « Cette information est classifiée au-delà de votre niveau d'accès actuel, » répondit-elle sans dureté, mais avec une fermeté qui fermait la discussion. Leur échange fut interrompu par l'arrivée du lieutenant Jace Rourke et de plusieurs autres opérateurs. « On échange des secrets, Blackwood ?» lança Rourke, le ton chargé de cette ironie moqueuse devenue sa signature. « Ou vous lui expliquez pourquoi vous aurez besoin de temps supplémentaire ce soir ?»« Nous discutions simplement des configurations d'équipement, » répondit calmement Arwin. Rourke fronça les sourcils en notant la disposition particulière de son matériel, subtilement différente de la configuration réglementaire. « Ce n'est pas conforme aux normes, ça. »« C'est dans les limites autorisées pour cet exercice, » répondit-elle. Le commandant Dylan Mercer a validé la modification. Quelque chose dans cette assurance tranquille semblait l'agacer plus encore que la provocation ouverte. « Vous savez, » dit-il en s'approchant d'un pas, « ce n'est pas parce qu'ils ont abaissé les standards pour vous qu'on va faire semblant que vous avez votre place ici. » Le lieutenant Strickland se tendit, mal à l'aise face à cette hostilité, mais n'osa pas intervenir contre un supérieur. Arwin, elle, poursuivit ses préparatifs, imperturbable. « Nous devrions nous concentrer sur la mission, lieutenant. L'exercice commence dans 30 minutes. » Rourke s'approcha encore, empiétant délibérément sur son espace personnel. « Vous croyez qu'avoir survécu 15 jours à ce programme vous donne le droit de vous dire opératrice SEAL. Vous n'avez aucune idée de ce que vivent les vrais soldats Kogwek sur le terrain. Les décisions de vie ou de mort, le poids du commandement quand tout s'effondre et que personne ne viendra vous sauver. » Pour la première fois, une lueur dangereuse traversa le regard d'Arwin avant qu'elle ne la maîtrise. « Je comprends peut-être mieux que vous ne le pensez, lieutenant. »« Prouvez-le alors, » la défia-t-il. « Ce soir, votre équipe contre la mienne. Pas de limite, autonomie tactique totale. On verra de quoi vous êtes vraiment faite quand le manuel ne servira plus à rien. » La voix du commandant Dylan Mercer coupa net la tension. « Assez, lieutenant Rourke, ce programme n'a pas vocation à encourager les duels personnels. »« Avec tout le respect, commandant, » répliqua Rourke, « la compétition révèle la vraie capacité opérationnelle. N'est-ce pas l'objectif de ce programme ?» Mercer réfléchit un instant, puis tourna le regard vers Arwin. « Lieutenante, commandante, votre avis ?»« Je n'ai aucune objection, » répondit-elle sans hausser le ton. « Les conditions de combat ne suivent pas les paramètres d'entraînement. Évaluer l'adaptabilité sous pression est un exercice pertinent. » Sa réponse surprit les deux hommes, pour des raisons bien différentes. « Très bien, » trancha Mercer. « L'exercice de ce soir opposera les deux équipes directement. Les protocoles de sécurité restent en vigueur, mais les approches d'un but tactique me seront laissées comme à l'appréciation des chefs d'équipe. » Les opérateurs se dispersèrent pour préparer leur matériel. La capitaine Julia Merrin rejoignit Mercer, les mains croisées derrière le dos. « Intéressante, cette modification de planning, » observa-t-elle. « Ce n'était pas mon idée, » admit Mercer, « mais certaines vérités se révèlent dans des situations inattendues. »« En effet, » répondit-elle en suivant Arwin du regard, concentrée sur sa préparation. « Parfois, c'est même le but. » La nuit tomba, sans lune. Des conditions parfaites pour une infiltration discrète, le terrain de jeu favori des SEALs. Les deux équipes descendirent en rappel depuis les hélicoptères dans une forêt dense, à environ 8 km de leur objectif. Un centre de communication ennemi simulé.
L'équipe de Jace Rourke avança avec l'assurance agressive des vétérans, prenant la route la plus directe, couverte avec efficacité. Leur progression était rapide, méthodique, exemplaire. Celle d'Arwin Blackwood, en revanche, sembla se volatiliser. Pendant les 30 premières minutes, leurs balises de suivi indiquèrent à peine un mouvement. Dans le centre de commandement, l'amiral Mason Kincaid ne dissimulait pas sa satisfaction. « L'équipe de Blackwood semble immobile, remarqua-t-il. Le terrain serait-il plus difficile que prévu ? Le commandant Dylan Mercer, lui, fixait l'écran tactique, intrigué par ce qu'il voyait. Leur position suggère qu'ils collectent des renseignements plutôt que d'avancer directement vers l'objectif, observa le commandant Dylan Mercer, penché sur l'écran tactique. Ou bien ils sont simplement bloqués et trop fiers pour appeler à l'aide, répliqua l'amiral Mason Kincaid, un sourire à peine contenu aux lèvres. La capitaine Julia Merrin resta impassible, son regard fixé sur les données du suivi. Seul un œil attentif aurait pu déceler la légère tension au coin de ses yeux, alors que les minutes s'écoulaient sans aucun signe d'activité de l'équipe Blackwood. Au bout d'une heure, l'équipe du lieutenant Jace Rourke avait déjà couvert près de 70% de la distance menant à la cible. Leur progression était un modèle du genre, conforme à tous les manuels de tactique Yéyémi-Stielia. Ils atteindront l'objectif au moins 30 minutes avant celle de Blackwood, prédit Kincaid. Voilà qui devrait démontrer, une bonne fois pour toutes, la différence de performance que j'ai documentée. Mais à peine avait-il fini sa phrase que le tableau tactique s'illumina d'alerte rouge. Le centre de communication ennemi simulé, censé être encore ignorant de toute présence hostile, venait de passer en alerte maximale. Tous les indicateurs montraient qu'il avait détecté l'équipe de Rourke, malgré leur approche parfaite. « Que s'est-il passé » gronda Kincaid. « Quelqu'un a déclenché un capteur ?» Le front de Dylan Mercer se plissa. « Négatif, amiral. L'alerte provient d'une interception de communication, pas d'une détection physique. » Sous leurs yeux, l'équipe de Rourke fut forcée de se replier et d'adopter une posture défensive. Leur plan d'approche venait de s'effondrer. L'effet de surprise, essentiel à la mission, était perdu. « Où diable est l'équipe Blackwood » s'exclama Kincaid, balayant l'écran du regard. La réponse arriva quelques secondes plus tard. De nouvelles alertes s'affichèrent. Les systèmes de sécurité du centre de communication tombaient les uns après les autres, désactivés par ce qui ressemblait à une attaque coordonnée, à la fois électronique et physique, venant d'un axe inattendu. « Ils sont déjà à l'intérieur », réalisa Mercer, la surprise clairement audible dans sa voix. Mais comment ? Leurs balises n'ont jamais indiqué de mouvement d'approche. La capitaine Merrin garda son expression neutre. Peut-être que la lieutenant-commandante Blackwood a trouvé une méthode d'insertion alternative, dit-elle calmement. En quelques minutes, la simulation afficha la capture totale de l'objectif par l'équipe Darwin. Aucun tir simulé, aucune perte. Pendant ce temps, celle de Rourke restait clouée sur place, encerclée par des forces ennemies virtuelles supérieures. Le poste de commandement sombra dans le silence. Non seulement Arwin et son équipe avaient réussi là où des opérateurs chevronnés avaient échoué, mais ils l'avaient fait avec des tactiques que même Kincaid, malgré ses décennies d'expérience, ne parvenait pas à identifier. « Je veux un débrief complet dès leur extraction », ordonna l'amiral d'une voix dure, cherchant à masquer sa contrariété. Cette simulation a été compromise, d'une manière ou d'une autre. Mercer et Merrin échangèrent un bref regard avant de revenir à leurs écrans. L'équipe Darwin effectuait maintenant un repli exemplaire, chaque mouvement mesuré, fluide, presque spectral. « Bien, monsieur », répondit Mercer avec son calme habituel. « Je suis, moi aussi, très curieux d'entendre l'explication de la lieutenant-commandante Blackwood. » Quelques heures plus tard, la salle de débriefing vibrait d'une tension palpable. Arwin Blackwood se tenait devant l'écran holographique, détaillant méthodiquement la progression de son équipe. Face à elle, l'amiral Kincaid, assis au centre de la table d'observation, les doigts croisés, la fixait avec une suspicion à peine contenue. « Nous avons utilisé une technique d'insertion non standard », expliqua Arwin d'un ton posé. « En contournant la zone principale par ce réseau de ravins saisonniers, nous avons évité complètement la grille de détection. » Dylan Mercer leva les yeux vers la projection. « Ces ravins n'apparaissent pas sur les cartes topographiques officielles, fit-il remarquer. « Ce sont des drainages temporaires, répondit Arwin. On ne les repère qu'en croisant des images satellites anciennes sur certaines périodes de l'année.
Jace Rourke, qui jusque-là s'était contenté d'observer, se pencha en avant, sa curiosité remplaçant la condescendance habituelle. Même avec ce détour, votre équipe a parcouru la distance en un temps impossible. Nous avons adapté la configuration de nos équipements, poursuivit Arwin, affichant les schémas sur l'écran. En redistribuant les charges et en modifiant la façon de les porter, nous avons gagné environ 22% d'efficacité dans nos déplacements. La mâchoire de Kincaid se contracta. Ces modifications ne figurent dans aucun manuel de doctrine SEAL. Non, monsieur. Ce sont des ajustements développés pour des besoins opérationnels spécifiques, confirma Arwin. Ils restent dans les marges réglementaires tout en optimisant les performances pour ce type de terrain. Et cette interception de communication, celle qui a trahi l'équipe du lieutenant, insista l'amiral, son ton se faisant plus dur. Comment avez-vous fait ça sans matériel spécialisé ? Pour la première fois, une hésitation, infime mais réelle, traversa le visage d'Arwin. Nous avons reconfiguré le matériel de communication standard avec des protocoles modifiés, dit-elle. Impossible, intervint le lieutenant Jace Rourke, incrédule. Le matériel réglementaire n'a pas cette capacité. Pas dans sa configuration d'origine, admit Arwin, mais avec certains ajustements appris lors de déploiements antérieurs, ces fonctionnalités peuvent être considérablement étendues. L'amiral Mason Kincaid abattit la main sur la table, le claquement sec résonnant dans la pièce. Assez d'évasion, lieutenant-commandante, vous avez utilisé des techniques classifiées hors du cadre de ce programme, des méthodes pour lesquelles vous n'avez aucune formation ni autorisation documentée. Le silence retomba. Tous les regards se tournèrent vers Arwin. Même la capitaine Julia Mérin, restée en retrait, se raidit face à la confrontation directe. Avec tout le respect, amiral, répondit Arwin, son calme intact, mon dossier opérationnel complet contient des sections classifiées non accessibles à ce niveau de sécurité. J'ai l'habilitation Alpha 9, répliqua Kincaid. Il n'existe aucune opération menée par le Naval Special Warfare à laquelle je n'ai pas accès. Un subtil changement passa sur le visage d'Arwin, pas un sourire, mais l'ombre d'un savoir qu'elle gardait pour elle. Oui, monsieur. Ces deux mots suffirent à faire vibrer la pièce. Si l'habilitation Alpha 9 de Kincaid ne lui donnait pas accès au dossier d'Arwin, alors ses opérations se situaient en dehors des structures navales classiques, ce qui, en théorie, était impossible pour une officier de son rang. La capitaine Mérin s'avança d'un pas souple. « Amiral, peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion dans un cadre plus approprié. L'équipe de la lieutenant-commandante Blackwood a rempli tous les paramètres de mission avec une efficacité exceptionnelle. Pour un programme d'entraînement, c'est l'essentiel. » Le regard de Kincaid alla de Mérin à Arwin, sentant bien qu'il y avait là des strates d'informations qu'il ne parvenait pas à décrypter. « Ce n'est pas terminé, lieutenant-commandante, dit-il finalement. Le commandant Dylan Mercer assurera le débrief standard. J'attends le rapport complet de votre équipe sur mon bureau à 0 demain. » Lorsque l'amiral quitta la salle, l'atmosphère se détendit imperceptiblement. Mercer acheva le débrief formel. « Vous êtes tous libérés. Excellent travail des deux équipes dans des conditions exigeantes. » Alors que les opérateurs sortaient, le lieutenant Noah Strickland resta en arrière, attendant qu'Arwin soit seul pour l'aborder. « Ce réseau de ravins, dit-il à voix basse, il n'apparaît pas non plus sur les images satellites historiques. J'ai vérifié. » Arwin le fixa calmement. « Vous avez un bon sens du détail, lieutenant. Mon père servait dans la reconnaissance spéciale. Il m'a appris que ce qui n'est pas dit compte souvent plus que ce qui est exprimé. » Strickland hésita avant de poursuivre. « Quoi que vous fassiez vraiment ici, commandante, je ne pense pas que ce soit ce que l'amiral Kincaid croit. »« Concentrez-vous sur la formation, lieutenant, » répondit-elle, sans confirmer ni infirmer. « Ce programme a des leçons précieuses pour tout le monde. » Avant qu'il ne réplique, la capitaine Mérin apparut à ses côtés. « Lieutenant-commandante, un instant. » Strickland hocha respectueusement la tête et s'éloigna, laissant les deux femmes seules dans la salle de débriefing. Mérin activa un petit dispositif électronique qui émit un bourdonnement discret, établissant un champ de contre-surveillance. « L'amiral accélère ses recherches, » informa-t-elle à voix basse malgré les mesures de sécurité. « Il a demandé votre dossier complet directement au commandement du personnel naval. »« Ils lui fourniront la version officielle, » répondit Arwin avec un calme étudié. « Oui,
Mais il tente aussi de passer par des canaux informels, anciens coéquipiers, commandants précédents. Comme prévu, dit Arwin. Meryn scruta son visage de près. Il devient désespéré, cela le rend dangereux. Et prévisible, répliqua Arwin. La cérémonie finale est dans 3 jours, tout reste sur la ligne. Et s'il essaie de vous retirer du programme avant? Il ne le fera pas, dit Arwin avec une certitude tranquille. Son orgueil exige une justification publique, pas des manœuvres administratives. Il veut prouver qu'il avait raison sur les femmes dans les opérations spéciales, surtout devant les dignitaires et les états-majors invités. Meryn hocha lentement la tête. Le colis est arrivé ce matin. Stockage sécurisé dans mes quartiers jusqu'à la cérémonie. Des nouvelles de notre fantôme? Toujours silencieux, mais si notre hypothèse est correcte, il fera contact pendant la cérémonie. C'est sa dernière occasion. L'expression d'Arwin se durcit imperceptiblement. 7 ans, murmura-t-elle. C'est long à attendre des réponses. Certaines missions exigent avant tout de la patience, lui rappela la capitaine Julia Meryn, tout en désactivant le dispositif de contre-surveillance. Nous y sommes presque, Arwin. Ne perds pas ta concentration maintenant. Le lendemain matin, une nouvelle phase d'entraînement commença, cette fois centrée sur le combat rapproché en environnement urbain. Le complexe d'entraînement du Atlantic Special Warfare Facility avait été reconfiguré pour simuler un bâtiment à plusieurs niveaux, avec une architecture intérieure complexe, couloirs étroits, escaliers enchevêtrés, angles morts multiples, un véritable cauchemar tactique même pour les opérateurs les plus aguerris. Depuis la salle de contrôle surélevée, l'amiral Mason Kincaid observait la scène, son attention fixée sur Arwin avec une intensité prédatrice. À ses côtés, un visiteur en uniforme de général du corps des Marines suivait les opérations avec un intérêt professionnel. « Cet officier, » dit le général Nathan Cole, la lieutenant-commandante Blackwood. « Son dossier est passé sur mon bureau la semaine dernière. Des antécédents impressionnants. »« Sur le papier peut-être, » répondit Kincaid d'un ton sec. « La réalité se montre souvent moins flatteuse que la documentation administrative. Pourtant, d'après les rapports, elle s'est distinguée dans ce programme, notamment lors de l'exercice nocturne d'hier, insista Cole. Le visage de Kincaid se crispa. Des succès temporaires dans un cadre contrôlé ne signifient pas une efficacité durable en conditions réelles. Mon inquiétude générale demeure la viabilité à long terme des opératrices dans les unités de tiers 1. Une inquiétude que tout le monde ne partage pas au Joint Special Operations Command, observa calmement Cole. Les données récentes tendent à prouver que les opératrices correctement sélectionnées et entraînées offrent des avantages tactiques uniques dans certaines situations. Avant que Kincaid ne réponde, des sirènes d'alarme retentirent dans tout le bâtiment. Sur les écrans, la simulation venait de dégénérer hors de tout scénario prévu. De la fumée se propageait dans une section du bâtiment, tandis que les voyants du tableau de contrôle viraient au rouge. « Que se passe-t-il » tonna Kincaid. Le technicien de surveillance pianotait frénétiquement sur son terminal. « Monsieur, il y a une anomalie dans le système de simulation. Les protocoles anti-incendie se sont activés avec de véritables composés pyrotechniques, pas des marqueurs d'entraînement. »« Faites-les évacuer immédiatement, » ordonna le général Cole. « Impossible, » répondit le technicien, la voix tendue. Le dysfonctionnement a déclenché un verrouillage de sécurité. Les accès standards sont scellés tant que le système n'a pas été réinitialisé depuis le nœud de contrôle principal situé à l'intérieur même de la structure. Sur les écrans, les opérateurs réagissaient à l'urgence, leur discipline prenant le dessus sur la panique. La plupart des équipes convergèrent vers des sorties alternatives, transformant en un instant leur exercice tactique en opération de secours réel. Mais une équipe était en mauvaise posture, celle du lieutenant Jace Rourke, coincé dans une section saturée de fumée, bloquée par une porte de sécurité verrouillée pendant la panne. « Établissez la communication avec eux », ordonna Kincaid. « Les transmissions sont instables à cause du verrouillage », répondit le technicien. Dernier contact, il tentait de rejoindre la gaine de maintenance Est pour trouver une issue. Sur un autre moniteur, l'équipe d'Arwin Blackwood apparut. Au lieu de se diriger vers une sortie, ils progressaient plus profondément dans le complexe. Leur trajectoire semblait calculée, orientée vers le nœud de contrôle, le seul endroit capable de neutraliser la panne manuellement. « Que fait Blackwood » gronda Kincaid. « Elle devrait être en train d'évacuer. » Le général Cole observait attentivement. « Elle s'attaque à la cause du problème,
pas à ses conséquences, dit-il calmement. Les caméras vacillèrent, brouillées par la fumée. On aperçut partiellement l'équipe Darwin face à un obstacle inattendu. Un pan de plafond effondré bloquait leur accès direct au poste de commande. Sans la moindre hésitation, Arwin ordonna à son équipe de poursuivre vers un couloir latéral menant à l'évacuation. Puis, elle continua seule. « C'est une violation directe du protocole », lâcha Kincaid avec désapprobation. « Aucun opérateur n'agit seul en environnement hostile. » Cole garda le silence, les yeux rivés sur les écrans. Arwin avançait dans les couloirs saturés de fumée avec une assurance troublante, chaque pas précis, comme si elle connaissait par cœur la disposition du bâtiment. Lorsqu'elle atteignit la porte de sécurité derrière laquelle l'équipe de Rourke était piégée, elle sortit un outil improvisé et neutralisa le système électronique en quelques secondes, une méthode qui ne figurait dans aucune doctrine du Naval Special Warfare. La porte se déverrouilla dans un sifflement d'air comprimé, libérant les opérateurs coincés. L'amiral Kincaid fronça les sourcils, incapable de masquer sa surprise. Comment, au nom du ciel, a-t-elle contourné ce protocole de sécurité ? Ni le général Nathan Cole, ni les techniciens ne trouvèrent un mot d'explication. Tous les regards étaient désormais braqués sur Arwin Blackwood, qui venait d'atteindre le nœud de contrôle. Malgré la chaleur et la fumée, ses gestes restaient précis, méthodiques. Elle exécuta une série de commandes complexes qui, peu à peu, rétablirent les systèmes. En quelques minutes, les protocoles anti-incendie se réactivèrent normalement, purgeant la fumée et permettant l'évacuation complète du personnel. Les équipes médicales d'urgence intervinrent aussitôt et trouvèrent, contre toute attente, très peu de blessés compte tenu de la gravité de la panne. Au poste médical, les opérateurs attendaient leur évaluation. Le lieutenant Jace Rourke, encore sous oxygène pour une légère inhalation de fumée, observa Arwin rejoindre le commandant Dallan Mercer pour faire son rapport. Rien, dans son attitude, ne laissait deviner qu'elle venait d'accomplir une intervention d'urgence au-delà des capacités attendues d'un simple officier SEAL. Lorsqu'elle passa près de lui, Rourke l'interpella. « Comment avez-vous connu la séquence de contournement des portes de sécurité ? C'est une technologie propriétaire. Même moi, je n'ai pas ce niveau d'accès. » Arwin s'arrêta, planta calmement son regard dans le sien. Parfois, la formation comprend des éléments qui n'apparaissent pas dans la documentation standard. Ce n'était pas de la formation, répliqua Rourke. Personne n'est formé à contourner ces systèmes, à part. Il s'interrompit, le regard soudain plus perçant, une compréhension nouvelle se dessinant sur son visage. À part qui, lieutenant ? Demanda Arwin doucement. Avant qu'il ne réponde, l'amiral Mason Kincaid fit irruption, le visage fermé. Lieutenant commandante Blackwood. Mon bureau. Tout de suite. Le bureau de Kincaid reflétait sa personnalité. Sobre, ordonné à l'extrême, chaque objet à sa place. Les murs étaient couverts de souvenirs de carrière, décorations, photos d'opérations, fragments d'histoire des forces spéciales maritimes américaines. « Expliquez-vous » lança-t-il dès que la porte se referma derrière eux. « Comment avez-vous eu accès à ces protocoles de sécurité » Procédure standard de déverrouillage d'urgence, répondit Arwin, droite comme une lame. Ne me prenez pas pour un imbécile, commandante. Ce n'était pas des procédures standards. Vous avez utilisé une séquence propriétaire connue uniquement des concepteurs du système et de certaines unités très spécifiques. Peut-être que mes affectations précédentes incluaient des formations pertinentes, monsieur. Kincaid fit lentement le tour du bureau, se rapprochant jusqu'à empiéter sur son espace personnel. J'ai consulté tous les dossiers accessibles de votre service. Diplômé de Charleston Naval Academy, 3 ans au renseignement naval, puis transfert vers la guerre de surface, avant votre sélection pour le programme d'intégration féminine. Aucune trace de formation avancée en système de sécurité. Tous les entraînements ne figurent pas dans les dossiers accessibles, amiral. J'ai l'habilitation maximale, siffla-t-il, la colère montant. Oui, monsieur, vous l'avez, répondit Arwin avec calme, et cette simple phrase, chargée d'un sous-entendu qu'il ne comprenait pas totalement, sembla le désarçonner. Kincaid recula légèrement, la scrutant comme s'il la voyait pour la première fois. « Pour qui travaillez-vous vraiment, Blackwood ? La CIA ? La DIA ? Un groupe fantôme dont je ne devrais pas connaître l'existence ?
Je suis une officier de la marine, affectée à ce programme, monsieur, rien de plus. Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai, dit-il, la voix basse, presque menaçante. Il fit une pause, puis reprit. La cérémonie de clôture a lieu dans 2 jours. Des représentants de plusieurs branches des forces armées seront présents, spécialement pour observer les résultats du programme. Oui, monsieur, je connais le calendrier. Quel que soit votre petit jeu, il s'arrête maintenant. Je ne permettrai pas que mon centre d'entraînement serve de scène à des agendas extérieurs. Aucun jeu, amiral, seulement une mission à accomplir. Quelque chose dans sa formulation le fit hésiter. Une incertitude fugace traversa son visage avant qu'il ne retrouve son ton glacial. Vous êtes consigné à vos quartiers jusqu'à nouvel ordre. Je lance une révision complète de sécurité concernant votre présence ici. Ce serait contraire aux directives directes du Naval Special Warfare Command concernant l'intégrité du programme pilote, répondit-elle calmement. Dans ce centre, le Naval Special Warfare, c'est moi, répliqua-t-il froidement, et je ne serai pas l'instrument d'un jeu d'ombre que je ne contrôle pas. Un coup frappé à la porte interrompit leur affrontement. Sans attendre d'autorisation, la capitaine Julia Mérin entra, le visage professionnel, mais la tension visible dans sa posture. « Amiral, le général Nathan Cole demande la présence immédiate de la lieutenant-commandante Blackwood pour un débrief opérationnel concernant la panne du complexe. » La mâchoire de Kincaid se contracta. « La commandante est actuellement en cours de révision de sécurité. »« Je comprends, monsieur. » répondit Mérin d'une voix posée. Cependant, le général a été très clair. Il requiert immédiatement ses explications techniques sur la procédure de réinitialisation qu'elle a exécutée. L'affrontement dura encore quelques secondes avant que l'amiral Mason Kincaid ne cède, à contre-cœur. « Très bien, » dit-il sèchement. « Mais cette conversation est loin d'être terminée, commandante. »« Bien sûr, monsieur, » répondit Harwin Blackwood d'un ton respectueux, impeccablement militaire, mais dénué de toute trace de soumission. En sortant du bureau, la capitaine Julia Mérin ne la conduisit pas vers une salle de débriefing avec le général Nathan Cole, comme annoncé, mais vers une salle de communication sécurisée dans la section restreinte du complexe. Une fois la porte verrouillée derrière elle, Mérin prit la parole. « Nous avons un problème. La panne n'en était pas une. C'était du sabotage. »« Les fantômes bougent enfin ?» demanda Harwin, le visage impassible malgré la gravité de l'information. « Difficile à dire, » répondit Mérin, « mais le sabotage a utilisé des codes d'accès qui auraient dû être désactivés après l'incident de Ravenfall Station. Des codes liés directement au profil d'authentification de l'amiral Kincaid. » Harwin accueillit l'information sans réaction visible, son regard simplement plus concentré, l'expression de quelqu'un habitué à traiter des données vitales sous pression. Soit il agit sous influence, soit quelqu'un utilise ses identifiants, conclut Mérin. Dans les 2 cas, c'est une brèche de sécurité critique. Nous devons accélérer le calendrier, ajouta-t-elle. Harwin secoua légèrement la tête après un court silence. Non, modifier les plans maintenant reviendrait à les alerter. La cérémonie reste notre meilleure chance d'exposer ce qui se trame. C'est risqué. Oui, mais justement, personne ne tentera d'action directe avec autant de hauts gradés et d'observateurs étrangers présents. Ce qu'ils veulent, c'est manipuler et dissimuler, pas détruire. Mérin la regarda longuement, lisant dans ses traits cette détermination froide qu'elle connaissait trop bien. « 7 ans, murmura-t-elle, 7 ans à porter cette mission. » Harwin répondit d'une voix douce, presque détachée, « Certains comptes ne peuvent être réglés qu'en personne. » Avant que Mérin ait le temps de répondre, la console sécurisée s'illumina d'un voyant rouge. Une notification apparut sur l'écran. Protocole Widow initié. Tenez-vous prête pour la livraison du colis. Les 2 femmes se regardèrent. Inutile de parler. La phase finale venait de commencer. 2 jours plus tard, la salle de cérémonie brillait sous un éclairage minutieusement orchestré. Le Naval Special Warfare Command n'avait ménagé aucun effort. Le centre d'entraînement de l'Atlantic Facility avait été métamorphosé en un auditorium digne des plus hautes cérémonies militaires. De grandes bannières étoilées encadrèrent la scène où trônait un trident monumental, symbole de l'excellence des forces spéciales navales américaines. Les officiers en tenue d'apparat formaient une mer de décorations, de médailles
et d'insignes représentant des décennies d'expérience opérationnelle cumulées. Parmi eux, des attachés militaires étrangers ajoutaient à l'éclat officiel du moment. Au centre de la scène se tenait l'amiral Mason Kinkaid, imposant dans son uniforme de cérémonie, chaque ruban de sa poitrine retraçant une carrière légendaire. Derrière lui, le commandant Dylan Mercer et la capitaine Julia Merrin occupaient des places d'honneur aux côtés d'autres officiers supérieurs. En première rangée, les opérateurs récemment diplômés attendaient, droits, leurs visages fermés par la discipline forgée au fil des semaines d'entraînement. L'atmosphère était lourde, un mélange d'honneur, de tension et de respect durement acquis. Kinkaid s'avança jusqu'au pupitre. Sa voix, grave et posée, résonna dans la salle. Depuis plus de 60 ans, les opérateurs des forces spéciales navales incarnent l'excellence du combat américain. Commença-t-il, les hommes, et désormais les femmes, qui gagnent le droit de servir sous ce drapeau, le font par la démonstration d'une force, d'une compétence et d'un courage hors du commun. L'insistance subtile sur le mot « gagne » ne passa pas inaperçue, surtout pour ceux qui connaissaient ses opinions sur l'intégration des femmes dans les unités d'élite. Ce soir, poursuivit-il, nous perpétuons une tradition née avec les premières unités de guerre spéciales. Chaque opérateur reçoit son nom de code, un appel qui le suivra tout au long de sa carrière. Ces noms ne sont pas choisis à la légère. Ils incarnent l'essence même du soldat. Souvent, ils commémorent le moment où, sous la pression, son véritable caractère s'est révélé. La cérémonie se déroulait avec une précision quasi militaire. Un à un, les opérateurs étaient appelés à monter sur scène par ordre alphabétique, et non selon l'ancienneté comme prévu initialement, un changement subtil, mais remarqué parmi les diplômés. Chacun recevait une coupe cérémonielle remplie d'eau salée, symbole de l'élément dans lequel les SEALs naissent et se définissent. À mesure que les opérateurs buvaient dans leur coupe cérémonielle, l'amiral Mason Kinkaid annonçait à haute voix leur nom de code et leur signification. « Lieutenant Jace Rourke », déclara-t-il lorsque vint son tour. « Vos instructeurs et vos pairs reconnaissent votre leadership exceptionnel lors de l'exercice Omen, où vos décisions sous pression ont assuré la survie complète de votre équipe. Vous porterez désormais le nom de Beacon. » Rourke accepta la coupe avec fierté, but l'eau salée, puis échangea un salut rigide avec l'amiral avant de regagner sa place. L'un après l'autre, les opérateurs furent appelés sur scène, et peu à peu, la première rangée se vida, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'Arwin Blackwood, seul, immobile, à son siège. Le changement d'ordre alphabétique avait été, de toute évidence, une manœuvre délibérée, encore une façon de l'isoler, de la laisser pour la fin, comme un rappel public de sa différence. Quand tous les autres eurent reçu leurs indicatifs, l'amiral Kinkaid marqua une pause théâtrale avant de reprendre la parole, sa voix grave emplissant la salle. Comme vous le savez, l'intégration des femmes dans les unités de guerre spéciales représente un changement majeur dans notre histoire. La marine, conformément aux directives officielles, poursuit cette intégration, mais il reste de notre devoir d'assurer que chaque opérateur, homme ou femme, respecte les standards immuables qui font de nos forces les plus redoutables du monde. Sous son ton diplomatique, le message était limpide pour tous. Puis, il se tourna vers elle. « Lieutenant-commandante Arwin Blackwood », appela-t-il enfin, sa voix teintée d'un défi à peine voilé. Arwin se leva. Ses mouvements étaient d'une précision presque mécanique, contrôlés au millimètre. Elle s'avança vers la scène avec la même assurance calme qui avait marqué chacune de ses missions. Pas un signe d'anxiété, pas une hésitation. L'amiral Kinkaid tenait la coupe cérémonielle, l'observant comme il avait observé des centaines d'opérateurs avant elle. « Lieutenant-commandante, vous avez accompli la période requise de notre programme de commandement de combat avancé. Avant de vous attribuer votre nom de code, peut-être pourriez-vous partager avec nos invités votre accomplissement opérationnel le plus significatif ?» Un murmure parcourut l'assemblée. La question sortait totalement du protocole. Aucun autre opérateur n'avait été invité à justifier sa présence ou ses mérites. Arwin resta parfaitement impassible. Avec tout le respect, amiral, mon historique opérationnel inclut des déploiements classifiés dont je ne peux discuter dans ce contexte. Un sourire mince étira les lèvres de Kinkaid. Bien sûr. Quelle commodité.
Il se tourna légèrement vers l'audience. Les noms de code, poursuivit-il, reflètent que les actes, le caractère, la capacité prouvée sous le feu. Ils se méritent par un service exceptionnel, tangible, vérifiable. Puis, il se retourna vers Arwin, lui tendant la coupe, un geste à la fois protocolaire et subtilement condescendant. Malgré tout, la tradition doit être respectée. Lieutenant-commandante Blackwood, quel indicatif vos instructeurs et vos pairs vous ont-ils attribué ? Le piège était tendu. En tant que transfuge récente, volontairement mise à l'écart, Arwin n'avait pas participé aux délibérations qui précédaient habituellement la cérémonie. Par le protocole, elle n'aurait dû avoir aucune réponse. Un silence tendu s'abattit sur la salle. Même ceux qui la respectaient s'attendaient à la voir humiliée, confirmation publique qu'elle restait étrangère à leur fraternité. Arwin prit la coupe, ses mains stables, son regard ancré dans celui de l'amiral. « Phantom Widow, monsieur. » 2 mots, et le silence devint absolu. On aurait dit que l'air avait disparu de la pièce. L'expression de Kincaid passa de la suffisance à la stupeur, puis à une horreur croissante. La coupe glissa de ses doigts, se fracassa sur le sol, projetant l'eau salée en éclats liquides. « C'est impossible, » murmura-t-il, oubliant toute solennité. « Phantom Widow est une désignation classifiée. Vous ne pouvez pas... » Arwin ne broncha pas. « Il y a 7 ans, » dit-elle d'une voix claire, 6 opérateurs des forces spéciales furent capturés lors d'une opération de renseignement compromise en Europe de l'Est, dans un site noir désigné Ravenfall Station. Ils étaient considérés comme irrécupérables en raison de la sensibilité politique de leur capture. La couleur quitta le visage de Kincaid. Sa main se cramponna au pupitre. Ces opérateurs, poursuivit Arwin, comprenaient alors le capitaine Mason Kincaid. Après l'abandon officiel de l'opération de sauvetage, un agent spécialisé, sous la désignation Phantom Widow, exécuta une extraction non autorisée, récupérant les 6 opérateurs au prix de blessures graves. Un bruit de chaise résonna. Le lieutenant Jace Rourke s'était levé d'un bond, le visage bouleversé. « C'était vous, dit-il, la voix rauque. Vous m'avez porté 3 miles à travers les montagnes, avec la jambe brisée. On nous avait dit que vous étiez une agente locale. » La capitaine Julia Mérin fit alors un pas en avant. D'un geste mesuré, elle détacha son insigne du renseignement naval. Sous l'écusson doré apparurent les étoiles d'une contre-amirale. L'identité de la lieutenant-commandante Arwin Blackwood, connue sous le nom de Phantom Widow, a été classifiée au plus haut niveau pour des raisons de sécurité opérationnelle, déclara-t-elle. Sa présence dans ce programme représentait la phase finale d'une opération de contre-espionnage menée depuis 7 ans, destinée à identifier la source de la compromission de la mission d'origine. L'amiral Mason Kincaid chancela légèrement, le visage livide. « C'est hautement irrégulier, » balbutia-t-il. « Cette cérémonie obéit à des protocoles. »« En effet, amiral, » coupa sèchement la contre-amiral Mérin, « des protocoles qui n'incluent pas l'humiliation publique d'un opérateur pour des raisons personnelles ou politiques. » Depuis la première rangée, le commandant Brett Lawson se leva, suivi de 2 autres opérateurs, les survivants de Ravenfall Station. En un seul mouvement, ils portèrent la main à leur front dans un salut formel. Pas le salut cérémoniel de façade, mais celui, profond et silencieux, d'hommes qui reconnaissaient devant tous la personne qui leur avait sauvé la vie. Le geste se propagea. Les officiers, les instructeurs, les jeunes opérateurs, tous se levèrent, un par un, jusqu'à ce que presque toute la salle soit au garde-à-vous dans un silence solennel. L'amiral Kincaid s'effondra lentement sur sa chaise, vidé, chaque ligne de son visage marquée par la honte. L'humiliation qu'il avait soigneusement orchestrée s'était transformée en sa propre chute publique. Arwin rompit enfin son mutisme. « Permission de m'adresser à l'Assemblée, amiral Mérin. » Kincaid, pétrifié, resta muet. Mérin acquiesça. « Accordé, commandante. » Arwin fit un pas en avant, se tourna vers l'audience toujours debout. Sa voix était calme, posée, mais d'une autorité qui emplissait chaque recoin de la salle. « Il y a 7 ans, commença-t-elle, j'ai fait une promesse aux 6 hommes que j'ai sortis vivants de Ravenfall Station. Je leur ai juré que je trouverais celui qui les avait trahis, quel qu'il soit, et jusqu'où qu'il ait gravi la hiérarchie. » Elle détacha de l'intérieur de sa veste un broche en forme d'araignée noire, symbole de Phantom Widow, et la fixa sur son col, bien en vue.
Cette mission se termine ce soir, dit-elle, avec l'identification de la source de la compromission. Tous les regards suivirent le sien, vers l'amiral Mason Kincaid. Son visage se figea, l'expression d'un homme qui comprend qu'il vient d'être exposé. La mission avait été compromise par une brèche de sécurité au sein du renseignement naval, expliqua Arwin. Une fuite liée au code d'accès personnel d'un amiral. Ces codes appartenaient à Mason Kincaid, utilisés depuis son terminal pendant qu'il assistait soi-disant à un briefing classifié. « J'étais dans cette réunion », protesta-t-il, la voix tremblante. « C'est impossible. »« Vous avez quitté la salle pendant 23 minutes, » précisa calmement la contre-amiral Mérin, un fait confirmé par plusieurs témoins et les journaux de sécurité. Pendant ce laps de temps, vos identifiants ont servi à accéder à des données hautement classifiées concernant l'opération en Europe de l'Est. « Cela ne prouve pas une intention, » répliqua Kincaid, désormais désespéré. « Ce pourrait être de la négligence, une station laissée ouverte. » Ce qui, précisément, justifie la mission de la commandante Blackwood, conclut Merrin. Son intégration à ce programme visait à observer vos réactions face à celles qui avaient sauvé les hommes que votre négligence avait presque condamnés. Vos tentatives systématiques de la discréditer, de la pousser à l'échec, ont confirmé le profil psychologique d'un homme cherchant à protéger son nom à tout prix. La salle resta muette. Les implications étaient claires pour tous. Qu'il s'agisse d'erreur ou de complicité, les actes de Kincaid avaient failli coûter 6 vies. Et pendant 7 ans, il n'avait jamais assumé sa responsabilité. Pire, il avait bâti sa réputation sur leur sauvetage, tout en sapant les programmes qui avaient rendu ce sauvetage possible. Dans le silence qui suivit, le lieutenant Noah Strickland s'avança lentement. Sans dire un mot, il retira de sa poitrine son insigne du trident et le déposa à ses pieds. Le geste, à la fois symbolique et sacré, résonna dans tout le hall. Puis, un autre opérateur fit de même, puis un autre. Bientôt, un petit amas de tridents argentés s'accumula devant Arwin. Un hommage spontané, au-delà du protocole, à celle qu'il reconnaissait comme l'incarnation vivante de leurs valeurs. L'amiral Kincaid, blême, observait la scène, les lèvres tremblantes. « C'est hautement irrégulier », articula-t-il, sans conviction. La contre-amiral Mérin le regarda droit dans les yeux. « Au contraire, amiral, c'est l'expression la plus pure de l'esprit des forces spéciales maritimes que j'ai jamais vue. » Elle désigna les opérateurs toujours debout. Ces hommes et femmes reconnaissent l'une des leurs, peut-être la meilleure d'entre eux, ils honorent l'excellence, le courage et le sacrifice, exactement comme on les a formés à le faire. Se tournant vers Arwin, la contre-amiral Julia Mérin reprit d'une voix claire, mesurée mais solennelle, « Lieutenant-commandante Arwin Blackwood, indicatif Phantom Widow. Vous avez achevé le programme de commandement de combat avancé avec distinction. Votre dossier opérationnel, incluant 7 extractions classifiées, ainsi que la mission de récupération de Ravenfall Station, vous place parmi les opérateurs les plus accomplis de l'histoire des forces spéciales navales. » Elle ouvrit un petit coffret et en sortit un insigne des forces spéciales, légèrement modifié. En son centre, un sablier rouge, symbole discret de l'araignée veuve noire. Par autorité du Naval Special Warfare Command et avec l'accord des Joint Chiefs of Staff, je vous déclare officiellement première opératrice intégrée au Naval Special Warfare Development Group à effet immédiat. Arwin accepta l'insigne avec un calme absolu. Et soudain, la salle éclata en applaudissements. Pas le battement protocolaire d'une cérémonie, mais la déferlante sincère de ceux qui comprennent qu'ils assistent à un moment historique, celui où la vérité et la justice rétablissent dans l'équilibre, effaçant des années de préjugés et de doutes. Dans les heures qui suivirent, le centre d'entraînement de l'Atlantic Facility bourdonnait d'activité. Des agents de sécurité escortèrent discrètement l'amiral Mason Kincaid vers un véhicule en attente en direction du siège du renseignement naval. Officiellement, son départ serait présenté comme une retraite anticipée pour raison de santé. Mais chacun ici savait ce qu'il en était réellement. Le lieutenant Jace Rourke s'approcha d'Arwin, qui échangeait quelques mots avec Merrin. Il attendit qu'elle termine leur conversation, puis se mit au garde-à-vous. « Commandante, dit-il, la voix empreinte d'un respect sincère, je vous dois des excuses. Plusieurs, même. » Arwin le considéra avec cette sérénité maîtrisée
qu'on lui connaissait. Vous agissiez selon de fausses suppositions, lieutenant. Nous le faisions tous, répondit-il, pas seulement à votre sujet, à propos de ce que signifie la force, de qui mérite de porter cet uniforme. Il marqua une pause, les yeux plus sombres. Je n'ai jamais vu votre visage cette nuit-là, à Ravenfall. Vous portiez un masque tactique tout du long. Mais je me souviens de votre voix, quand vous m'avez dit que je ne mourrais pas là-bas. J'ai vécu 7 ans avec cette promesse sans jamais savoir de qui elle venait. Ce qui compte, c'est la promesse, répondit Arwin doucement, pas celle qu'il a fait. Peut-être, concéda-t-il, mais maintenant que je sais, ça change tout. Pour nous tous. Il désigna du menton les opérateurs du programme, rassemblés en petits groupes, ceux qui, quelques semaines plus tôt, la regardaient encore avec scepticisme. Leur visage, désormais, reflétait le respect et la compréhension. Le lieutenant Noah Strickland s'approcha à son tour, son expression à la fois admirative et curieuse. « Commandante, si je puis me permettre, comment avez-vous réussi à maintenir votre couverture aussi longtemps, même sous les conditions extrêmes que l'amiral Kinkaid vous a imposées ?» Un éclat, presque imperceptible, mais bien réel, traversa le regard d'Arwin. « L'entraînement SEAL apprend à endurer la pression, lieutenant. Je n'ai fait qu'appliquer ces principes à une autre forme de pression. »« Allez-vous rester dans le programme ?» demanda-t-il. Avant qu'elle ne réponde, la contre-amiral Mérin revint vers eux. « La lieutenant-commandante Blackwood reçoit une nouvelle affectation, effective immédiatement. Son expérience sera essentielle pour repenser nos protocoles et développer de nouvelles équipes intégrées. » Autour d'elle, les félicitations affluaient, sincères et respectueuses. Arwin, fidèle à elle-même, demeurait calme et droite. Mais ceux qui la connaissaient savaient reconnaître les signes ténus. Une respiration plus lente, un regard plus doux, d'une émotion qu'elle ne laissait jamais paraître, une mission accomplie, une promesse tenue. Ce soir-là, dans le silence de ces quartiers, Arwin Blackwood s'assit enfin. Elle retira la broche de l'araignée noire de son col et la posa dans sa paume. Sous la lumière tamisée, le métal rougeoyait faiblement, symbole tangible de 7 années d'attente, de loyauté et de justice rendue. Un léger coup à la porte, la contre-amiral Mérin entra, un dossier à la main. « Le débrief officiel est prévu pour 0 Kuipatgizer, annonça-t-elle. Le renseignement naval exigera un rapport complet sur l'enquête et vos conclusions concernant l'amiral Kinkaid. » Arwin releva les yeux. « Est-ce que ça en valait la peine ?» demanda-t-elle doucement. Ce n'était pas une question de procédure, mais de sens. Mérine comprit immédiatement. « Vous avez sauvé 6 vies à Ravenfall, et en terminant cette mission, vous en avez sans doute sauvé bien d'autres, épargnées par la négligence de Kinkaid. Alors oui, commandante, ça en valait la peine. » Arwin hocha lentement la tête, referma le coffret de la broche et le rangea dans son casier. « Et maintenant ?» Mérin sourit légèrement. « Maintenant, c'est à vous de décider. Votre couverture n'a plus lieu d'être. Votre dossier complet va être rétabli, avec tout ce qu'il implique. Et le programme d'intégration continuera. Mais cette fois avec votre expertise. » Elle ajouta plus doucement. « Ce que vous avez accompli ce soir a ouvert des portes qu'aucun décret ne pouvait forcer. Et elles ne se refermeront plus jamais. » Un mois plus tard, le programme avancé de leadership de combat du centre d'entraînement de l'Atlantic Facility accueillait une nouvelle promotion. 20 opérateurs se tenaient au garde-à-vous, tandis que le commandant Zephyr Coltrane prononçait le discours d'ouverture. Parmi eux, 2 jeunes lieutenantes, leurs regards aussi calmes et résolus que ceux de leurs homologues masculins. Devant la salle, la lieutenant-commandante Arwin Blackwood portait désormais l'uniforme des instructeurs, orné de l'insigne spécial de sa nouvelle fonction. Sur son col brillait l'épingle de la veuve noire, le symbole rouge de l'heure vert, jadis secret, désormais officiel. Ce n'était plus un simple surnom, mais un titre respecté, Iron Widow. « Ce programme mettra à l'épreuve chacune de vos limites, déclara-t-elle d'une voix posée mais ferme. Vous ne serez pas jugé sur votre passé ni sur votre apparence, mais sur ce que vous apporterez à votre équipe et sur la façon dont vous réagirez lorsque tout semblera perdu. » Son regard glissa sur la formation, s'attardant un instant sur les 2 femmes présentes. Leur simple présence annonçait une nouvelle ère pour les forces spéciales navales. Certains d'entre vous
ont entendu parler des récents changements au sein du commandement. Permettez-moi d'être clair, les exigences n'ont pas baissé. Ce qui a changé, c'est notre compréhension de l'excellence. Elle ne dépend pas d'un genre, d'une origine ou d'une voix. Elle se révèle chez ceux qui refusent de plier. À sa droite, le lieutenant Jace Rourke, aujourd'hui instructeur adjoint, écoutait en silence. L'homme orgueilleux qu'il avait été avait laissé place à un professionnel humble, conscient de la valeur réelle du mot fraternité. Durant les 30 prochains jours, reprit Arwin, vous irez au-delà de ce que vous croyez possible. Vous échouerez, vous réussirez, et vous comprendrez que vos plus grands obstacles ne viennent pas du terrain, mais de vos propres certitudes. Quand vous achèverez ce programme, vous saurez enfin ce qui compte vraiment. Non pas qui vous êtes, mais ce que vous donnez, et jusqu'où vous êtes prêt à aller pour quelque chose de plus grand que vous. Quand la séance prit fin, les nouveaux candidats quittèrent la salle vers leur première épreuve. Le lieutenant Noah Strickland, resté en retrait, s'approcha d'elle avec respect. « Commandante, demanda-t-il, cette nuit à Ravenfall Station, quand vous avez exfiltré l'équipe de l'amiral Kincaid, comment saviez-vous que c'était possible ?» Arwin le fixa un instant avant de répondre simplement. « Je ne le savais pas, lieutenant. Je savais seulement que c'était nécessaire, et parfois cela suffit. » Cette phrase, d'une sobriété désarmante, contenait toute la philosophie qu'elle transmettrait désormais. Les limites bleues sont d'abord mentales, et l'extraordinaire commence quand la nécessité rencontre la volonté. Alors qu'elle observait la nouvelle promotion s'éloigner, Arwin sentit en elle un apaisement qu'elle n'avait jamais connu. La mission entamée 7 ans plus tôt dans le secret s'achevait ici, au grand jour, non pour sa gloire personnelle, mais pour un principe, que le mérite n'a pas de visage prédéfini. Sur son col, l'épingle de la veuve noire capta la lumière du matin. Le rouge de leur vert scintillait comme une flamme maîtrisée, non plus un symbole d'identité cachée, mais une promesse tenue. Une preuve silencieuse que souvent les guerriers les plus redoutables sont ceux qu'on n'a pas su voir venir.